L'Europe, elle est sur la défensive maintenant depuis un certain nombre d'années. On sent une espèce de désamour entre les citoyens et l'Europe dans beaucoup de pays. On sent une forme de distance, comme si l'Europe était un acquis, finalement. Comme si l'Europe était quelque chose dont il ne fallait pas vraiment se préoccuper parce qu'elle était dans notre quotidien, elle nous protégeait. Une crise comme celle-là révèle en fait que les événements auxquels on a à faire face, surtout quand ils sont mondiaux et qu'ils viennent de l'extérieur, ne permettent pas d'avoir des réponses forcément les plus efficaces à l'échelle européenne. On a vu ces dernières semaines des pays se battre pour pouvoir récupérer des masques. On a vu des frontières se fermer. On a vu des frontaliers ne plus pouvoir aller au travail. On a vu des personnes ne pouvoir plus rentrer chez elles dans leur résidence. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les sociétés européennes sont tellement imbriquées que les réponses nationales, quand elles existent, eh ben finalement, elles ne sont pas les plus pertinentes, les plus efficaces. Et pourtant, au bout de quelques semaines, l'Europe a réagi, un peu tard, mais elle a réagi, pour une raison. Pourquoi tard? Parce qu'elle n'avait pas de compétences en matière sanitaire, et donc il a fallu créer une dynamique politique. Et je suis très impressionné par la réponse de l'Europe. La réponse de l'Europe, c'est à la fois la volonté d'exister dans la suite de cette crise, d'en tirer les conséquences sur le plan de la production, sur le plan économique, sur le plan sanitaire et social, et aussi de donner les moyens avec des instruments nouveaux. Et là, l'initiative prise par le président de la République, Emmanuel Macron, et par Angela Merkel, de faire financer pour la première fois par un emprunt européen les politiques dont on a besoin aujourd'hui, c'est vraiment un signe très fort que face à la crise, comme souvent, l'Europe bouge. L'Europe, elle fait un peu pitié à l'intérieur, parce que les gens sont prompts à la critique, et comme je le disais à l'instant, l'Europe est toujours considérée comme étant un acquis. Et finalement, une structure sur laquelle on s'appuie, dont on profite parfois. Elle inquiète l'Europe. Et là, je voudrais parler de l'Europe des libertés. Les libertés en Europe, c'est un combat. Liberté de pouvoir vivre en paix, liberté de pouvoir coexister avec des peuples qui ont été très longtemps ennemis. Et cette liberté, elle n'est pas arrivée par hasard. Elle est arrivée après un immense drame européen, qui est la Seconde Guerre mondiale, qui est aussi la Shoah, qui est les 20 millions de morts dans cette guerre qui ont vraiment mis, je dirais, à mal tant de familles. Cette Europe-là, plus jamais ça, est une Europe qui s'est construite sur la base de valeurs communes. Ces valeurs, on les connaît, l'état de droit, la démocratie, les droits de l'homme, et c'est ce qui fonde notre pacte. L'Europe aujourd'hui, elle nous inquiète, puisque on voit que cette discipline, cette convergence des droits, elle est remise en cause par certains. Je suis actuellement président du groupe libéral, du groupe ALDE, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et nous sommes extrêmement attentifs depuis le début de la crise à surveiller ce que sont les politiques qui sont menées à droite et à gauche. Et ce qu'on voit, c'est que l'argument de l'urgence est évidemment souvent détourné, y compris parfois dans l'Union européenne, à des fins qui sont des fins de politique intérieure et de contrôle social. Petit exemple, si en Hongrie on dit qu'on est contre la politique gouvernementale sur le Covid, on va en prison, et en Pologne, on a voulu faire passer à toute force une élection en plein confinement par la voie postale. Ce sont des choses qui évidemment remettent en cause l'état de droit. L'avenir de l'Europe reste à écrire, il est fait de volontarisme. Je pense que quand on a créé l'Europe dans les années 50, le traité de Rome, la question de, entre guillemets, la dominance économique, technologique européenne, voire même militaire avec les Américains, ne faisait pas de doute. Les Européens, finalement, étaient assez peu concurrencés. On est maintenant 60 ans plus tard, on constate la montée en puissance des puissances économiques, militaires, stratégiques, démographiques extrêmement importantes, qui elles-mêmes ont pour conséquence de remettre en cause notre leadership, et même, par moments, de menacer notre bien-être. Ce contexte extrêmement brutal, ce contexte nationaliste, ce contexte de puissance autoritaire, est-ce que c'est une chance ou une crainte pour l'Europe? Eh bien, c'est les deux. C'est une opportunité. Ça peut permettre effectivement de faire ressentir profondément aux Européens qu'ils ont beaucoup de valeurs communes, qu'ils ont des intérêts communs qui sont liés à des choses très simples. J'ai parlé de l'état de droit.
liberté, démocratie, droits de l'homme, mais je parle aussi du modèle social. Est-ce que vous savez, par exemple, que plus de 80% des dépenses sociales dans le monde sont concentrées en Europe? Donc l'Europe doit s'armer, non pas au profit d'un leadership français, mais au profit, et ce sera finalement la seule condition à laquelle ce sera possible, au profit de valeurs communes et d'une projection commune de puissance au service de ce qui fait société. Et de ce point de vue, je peux vous dire que l'Europe ne fait pas pitié du tout, elle fait envie, car même si parfois on considère que les démocraties sont faibles, la plupart des habitants dans le monde considèrent évidemment que l'Europe est un havre de paix par rapport à ce qui se passe ailleurs.